le psychologue humaniste américain, Abraham Maslow disait « Si le seul outil dont vous disposez est un marteau, vous verrez tout problème comme un clou ». Selon lui, la capacité humaine à toujours s'adapter face à de nouvelles situations reflète une grande partie de l'intelligence. Adapté au monde dans lequel nous vivons actuellement, un monde en réchauffement permanent, la question se pose de savoir de quel outil nous devons nous saisir pour prendre cette situation à bras-le-corps et s'adapter. Alors, quelle est la solution ? C'est une question que je me pose depuis des années, et si tu écoutes ce podcast, c'est peut-être parce que tu te la poses aussi. Je suis Léa Retinger, j'ai 23 ans, et je suis persuadée que les réponses sont plurielles et qu'elles proviennent avant tout des nouveaux récits qui doivent nous aider à penser différemment et vivre en se rapprochant de l'essentiel. C'est pourquoi, à travers ce podcast, je veux aller à la rencontre de celles et ceux qui œuvrent tous les jours pour faire advenir un lendemain désirable en construisant un présent qui l'est déjà. Fait d'émerveillement, de joie simple et de vision alternative de voir et vivre dans notre monde. Et c'est au micro d'Echo Eclipse que vous entendrez le récit. Bienvenue dans ce podcast, et tout de suite, place à un nouvel épisode. Avez-vous déjà ressenti une incohérence profonde entre deux parties de vous-même ? Amandine Lacoste s'est retrouvée à ce croisement, celui où on a atteint son rêve d'enfant, mais où aussi on se rend compte que ce n'est pas ce qui nous anime et nous rend fondamentalement heureux. De sa terre natale dans le sud-ouest français, à New York, elle nous raconte son ascension fulgurante dans la fast life américaine et consumériste, puis ses doutes, ses remises en question, son malheur, jusqu'à sa renaissance lors d'un voyage de 6 mois en Amérique centrale. Depuis, Amandine a parcouru un long chemin et construit sa place dans le monde de l'engagement pour le vivant. Elle nous en parle au micro d'Echo Eclipse. Coucou Amandine, bienvenue dans Echo Eclipse. Je suis super contente de te recevoir aujourd'hui. Comment tu vas avant tout ? Écoute, ça va hyper bien, en pleine forme. Génial. Est-ce qu'il fait beau chez toi ? Pas trop, c'est plutôt gris, mais bon, ça y est, c'est le printemps, on entend bien les oiseaux, la floraison est un peu partout, donc là, c'est une période que j'adore. Donc, même avec le ciel gris, c'est quand même chouette. Incroyable. En tout cas, merci pour ta présence aujourd'hui. Je voudrais rappeler d'abord à celles et ceux qui nous écoutent comment on s'est rencontrés. Et je pense que en fonction de ce contexte-là, ça pourra dire déjà beaucoup de tes combats, de ton engagement. Toutes les deux, on s'est rencontrées à Biarritz lors d'une performance artistique que j'avais organisée avec Lali, que les auditeurs ont déjà écouté puisque elle fait partie c'est l'invitée du deuxième épisode du podcast. Cette performance, on l'avait organisée dans le cadre des résultats des élections européennes qui avaient permis au Rassemblement national d'arriver en tête, loin devant le camp présidentiel d'Emmanuel Macron. Et dans la même soirée, ce dernier, Emmanuel Macron, il avait justement décidé de dissoudre l'Assemblée nationale pour éviter une reproduction de ce qui se passait au niveau européen. Et avec Lali, on s'était dit que on aimerait mobiliser en quelques jours localement les gens autour de nous et surtout contrer un peu ce phénomène d'abstention qui était et qui est encore assez important dans nos élections en France. Donc voilà, on a fait un appel à des participants bénévoles pour faire partie de cette performance artistique qu'on avait, entre grands guillemets, essayé de chorégraphier un tout petit peu. Et toi, tu avais répondu présente à cette performance à laquelle tu avais participé. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et j'ai envie de te demander pourquoi tu avais choisi de participer à cette performance. Qu'est-ce que ça reflète de ton engagement aujourd'hui ? C'est un peu ma manière à moi de te demander de te présenter. Ok, bah écoute, oui, je vais te dire pourquoi j'ai participé à cette performance, mais avant, si tu le veux bien, je voulais juste déjà te remercier pour cette invitation. Et aussi, je voulais te dire un grand bravo pour cette initiative du podcast, parce que du coup, grâce au fait que tu m'as invitée, j'ai écouté pas mal d'épisodes. Et voilà, et je te trouve vraiment brillante dans l'animation et la pertinence des questions. Et je trouve hyper intéressant la diversité des profils que tu as interviewés. Et du coup, je voulais recommander à tous tes auditeurs d'écouter tous les épisodes, car il y a vraiment des pépites. Et partager mes pépites, du coup. Moi, personnellement, j'ai adoré le premier épisode avec Jeanne Verda. Bon, évidemment, elle est danseuse et elle utilise l'art pour militer. Donc, bon, bah, moi, ça résonne beaucoup. J'ai adoré aussi celui avec Charles Merlin, alias Vivre moins con sur les réseaux sociaux.
qui est plus axé sur les médias, que j'ai trouvé hyper intéressant. Et après, dans un autre style, c'est ça qui est marrant en fait, c'est qu'il y a vraiment plein de styles Effectivement. très différents dans tes épisodes. J'ai adoré le récit de Quentin Muller au Yémen, Mmh. qui a une façon vraiment de nous amener avec lui, que j'ai trouvé géniale, et où du coup, il nous partage aussi les découvertes sur les horreurs de Total Energy. Mais bref, voilà. Petit moment pub, mais voilà, Merci, merci en tout cas. je tenais à te féliciter, à t'encourager pour continuer dans cette belle lancée. C'est Voilà. super gentil, merci beaucoup. Pourquoi est-ce que j'ai participé à cette performance? Il y a 2 raisons pour moi. Une raison plus sur le fond, une plus sur la forme. Sur le fond, parce que, je trouve que la politique, là, dans sa forme actuelle, elle fait plus du tout rêver, que je trouve que les gens, ils sont de plus en plus désintéressés, dégoûtés, de voir, les élus qui tiennent pas leurs promesses, qui changent de position, tout le temps, qui pourraient finalement un peu défendre n'importe quoi, du moment qu'ils peuvent rester au pouvoir. Donc ça c'est assez difficile, et du coup, je trouve que ça pose vraiment la question de où est notre pouvoir à nous. Et pour moi, en fait, ce que j'ai vachement aimé dans cette approche que vous avez eue, c'est que nos choix, ils sont dans nos valeurs et dans notre capacité à exiger autre chose. Et finalement, dans la façon dont vous avez fait la performance, vous demandiez déjà à nous, les bénévoles, de réfléchir aux valeurs qui nous incitaient à voter pour telle ou telle personne. Et après, finalement, de rencontrer les personnes donc en public pour essayer d'échanger avec eux, d'ouvrir un débat. Et donc moi, si on a une prise de conscience collective forte sur les enjeux écologiques et solidaires, finalement, ces mêmes politiciens, ils adapteront leurs discours et leurs actions. Parce que pour moi, en fait, leur objectif, c'est d'être élu. Donc, souvent, on dit oui, c'est un peu le triangle de l'inaction, mais on dit c'est aux politiques de faire bouger les choses. Sauf que, en fait, pour moi, les politiques, c'est des girouettes. Donc, c'est à nous de créer la pression en affirmant nos valeurs haut et fort pour justement que les choses changent. Donc, voilà. Donc, pour moi, cette performance, c'est une manière de remettre ces valeurs au centre au lieu un peu de voter par défaut, par rejet ou par habitude, tu vois. Donc voilà, pour voter vraiment pour ce qui nous tient réellement à cœur. Donc voilà, et donc réfléchir aux, aux valeurs qui sont importantes pour nous. Donc ça peut être, voilà, dans les exemples qui avaient été donnés, c'était l'égalité, la solidarité, la protection du vivant, la justice sociale. Donc en gros, qu'est-ce qu'on veut voir incarné dans les décisions politiques? Et je trouvais qu'en allant dans la rue, en échangeant avec les citoyens, on a pu créer ce débat, ce lien. Et donc voilà, j'ai trouvé ça chouette parce que peut-être, on ne sait pas, mais peut-être qu'il y a eu des prises de conscience grâce à ça. Et voilà, et je trouvais que c'était un bel appel à l'engagement, à la responsabilité collective. Donc voilà, donc ça c'est plus sur le fond. Et sur la forme, bon, j'ai trouvé l'idée brillante d'utiliser la puissance de l'art comme outil de réflexion et d'engagement. Et c'était une manière de transmettre finalement un message autrement. Et je crois beaucoup à ça, en fait, au fait que c'est en utilisant le langage du corps, on va aller créer de l'émotion. Euh, et j'ai la conviction que le changement, il passe pas uniquement par la raison. Il passe aussi par ce que l'on ressent, par ce qui nous touche profondément. Et dans ça, l'art, donc là, à travers la danse, hein, c'était très simple comme danse, mais c'était quand même, voilà, ça permet d'exprimer pour moi l'indicible. Donc d'aller vraiment toucher les gens autrement que par un discours traditionnel. Et donc là, pour donner un peu le contexte pour tes auditeurs, voilà, on était tous habillés en blanc, on faisait une chorégraphie assez facile, hein, qu'on avait appris en très peu de temps, mais voilà, qui était très impactante, je trouvais, c'est très bien faite. Et il y avait un magnifique, une sorte d'urne en osier très belle, où on performait le geste de voter. Il y avait un jeu de miroir avec un grand porte-parole en papier, des grandes fresques dessinées. Donc voilà, tout ça dans un espace public. L'endroit aussi était bien choisi. On était sur la plage de la Côte des Basques, donc c'était quand même magnifique au moment du coucher de soleil. Voilà. Donc tout ça un peu était réuni. Et je trouve que grâce à toi et Lali, finalement, vous avez proposé une invitation à ressentir plutôt que simplement à écouter, quoi. Et du coup, à se questionner de manière plus intime et profonde. Donc voilà, merci pour ça.
Exactement et comme tu le soulignais, c'était un moment, très émouvant. Il y avait aussi le lieu face à l'océan, côte des Basques, à Biarritz, c'était, absolument superbe. Et moi j'avais, on va dire que j'avais un peu, supervisé ça de loin et je vous avais regardé faire et ça m'avait beaucoup, beaucoup émue et je sais qu'à la suite, pendant, cette soirée, il y a plusieurs passants qui étaient venus aussi nous, bah, tout simplement discuter avec nous pour comprendre quel était l'objectif très précisément de cette performance et on avait beaucoup discuté, il y a eu des échanges très, très intéressants donc c'était vraiment, très, très beau et vraiment sympa. Et on va revenir Ouais. d'ailleurs sur tout ça, sur tout ce que ça évoque chez toi, surtout, ce que ça peut refléter dans ton engagement. Si j'ai voulu qu'on enregistre, ensemble aujourd'hui cette discussion, c'est parce que, tu as pour le moins un parcours assez atypique, je trouve. Ton rêve d'enfant ou d'adolescente, c'était de travailler absolument dans le monde de la mode. Pour ça d'ailleurs, tu as commencé une carrière, dans la mode aux États-Unis. New York et le monde de la mode, c'est quand même encore aujourd'hui deux choses qui, dans leur état actuel, sont aux antipodes d'une vie engagée pour la transition écologique. Est-ce que tu pourrais nous parler de ce qui a constitué par la suite ton point de bascule, ton propre déclic, le moment qui t'a fait te rendre compte que c'était plus à ça que tu aspirais dans la vie? Oui, c'est sûr que c'était un grand écart, on peut appeler ça. Donc oui, oui, bah oui, je vais te donner un petit peu le contexte, le parcours. Déjà, ma connexion, pour revenir à ça, je pense que ma connexion à la nature, au vivant, est quand même liée à mon enfance, puisque j'ai eu la chance de grandir dans les Landes et le Pays basque. Donc forcément, j'ai beaucoup de souvenirs marquants avec l'océan, les forêts, voilà, et les Pyrénées aussi, puisque mon père a un restaurant d'altitude dans les Pyrénées, donc je passais vraiment tous mes hivers à la montagne. Donc vraiment, voilà, je pense que j'ai eu là-dessus une chance incroyable et ça m'a poussé à développer cette sensibilité. Et c'est vrai que je me suis quand même toujours émerveillée de la beauté en fait de la nature. Je pense que je suis un peu tête sur les bords aussi, mais c'est sûr que ça a contribué. Après, pourquoi j'ai été attirée par le monde de la mode et par cette vie à New York, c'est, je pense, parce qu'aussi j'ai grandi dans un environnement où les indicateurs de succès, ils étaient enfin, assez malheureusement classiques, hein, où bah, là, la réussite, le top du succès, bah, c'est d'avoir un CDI, un très gros salaire, un titre impressionnant, d'être dans une entreprise voilà, qui fait rêver. Et donc moi, à mon niveau, bah, je pense que je me suis demandé, un peu bercée par les séries, les films qui ont un peu forgé mes imaginaires, mais et puis je vivais loin de toutes ces capitales, hein, dans le sud-ouest. Ici, c'est plutôt des endroits plutôt en mode village qu'autre chose. Mais du coup, je pense que j'ai fantasmé un petit peu le rêve de travailler dans le milieu de la mode, en fait, qui pourtant était, je pense que c'est ça qui m'attirait, hein, mais complètement différent de tout ce que j'avais dans mon environnement, hein, Mmh. parce que même mes parents n'ont aucun lien ni rien. Mais et voilà. Et l'idée de partir loin à l'étranger, alors idéalement la ville de mes rêves, c'était vraiment New York. Voilà, je pense que c'était le top du top. Et c'est vrai que du coup, moi, je viens de parents qui sont pas spécialement engagés dans l'écologie ou quoi. Donc vraiment, j'étais dans le moule. Faut bien travailler à l'école pour avoir un métier, tu gagneras de l'argent, ce sera sécurisant. Voilà. Donc je pense que ouais, ça a joué. Donc ce rêve-là, la mode New York, c'était un peu mon étoile, quoi. C'était un peu mon objectif de rêve que je pensais jamais atteindre, hein, d'ailleurs, parce qu'on me dit tu vises l'étoile et tu verras bien où tu tomberas. Mais voilà, en tout cas, j'ai visé l'étoile. Et donc après, en grandissant, j'ai fait des études avant tout sécurisantes, sans trop croire que tout ça m'arrivera. Donc, on va dire commerce international quand même, histoire d'avoir les langues, hein, au cas où j'arrive à partir, et école de commerce parce que bah, c'est rassurant, il y a plein d'offres, de débouchés derrière. J'aurais pu faire une école de stylisme ou quelque chose, mais voilà, je pense que j'y croyais pas non plus que ça. Et à la fin de mes études, j'ai quand même réussi à décrocher mon premier stage dans la mode à Paris. Et c'est là où c'est allé très, très vite. En fait, je m'y attendais pas, mais je pense que ouais, j'étais très passionnée. Je fonctionne beaucoup à l'affect, en fait. Je m'attache beaucoup aux personnes avec qui je travaille, un peu comme une famille de cœur professionnelle. Donc, en fait, c'est vrai que ça, je pense que j'ai eu la chance. Hein, je suis tombée sur des gens vraiment
humainement très, très exceptionnel. Et j'ai monté les marches comme ça, vraiment assez vite à Paris en quelques années. Et un jour, j'apprends que la marque pour laquelle je travaille, qui est la marque Sandro, à Paris, décide de s'internationaliser et d'ouvrir son marché nord-américain. Et que donc il y aura une filiale à New York qui sera créée. Voilà. Alors là, là, je me suis dit bon ben voilà, là c'est pas possible, c'est l'alignement, on a moyen de toucher l'étoile, on se pose pas trop de questions, on y va, quitte à leur mettre la pression, à leur dire qu'on va démissionner, etc. Donc voilà, j'arrive à faire partie de cette équipe. Pourtant, je venais juste d'être promue. Enfin bref, c'était compliqué, mais il me décroche et il m'envoie à New York. Là, j'ai eu 2 années extrêmement violentes, puisque ce qu'on nous faisait faire, c'était vraiment extrême. On n'était que 4 employés, très jeunes. Ils m'avaient envoyé un peu là-bas. On a ouvert 110 magasins en 1 an et demi, pour te donner une idée. Ah ouais, OK. Voilà, plus une rupture amoureuse de longue date, voilà, où je Mmh. venais de me faire humilier, plus des conditions financières, un visa précaire pas très rassurant. Enfin bref, on n'était pas sur un truc La totale. très. Ouais, bon, en plus, tu arrives à New York, donc tu as une différence de culture, où c'est pas facile forcément de se faire des amis américains, même si on a l'impression de les connaître parce qu'on berce dedans depuis toujours, bah, finalement, c'est quand même très différent. Il y a la barrière de la langue, voilà. Et puis New York, hein, New York, c'est la ville. Je ne connais pas toutes les villes du monde, mais je pense que c'est une des villes où il y a une telle énergie qu'à la fois c'est incroyable et n'importe quelle personne, même qui vient visiter, le dira, hein, qu'il y a une énergie de fou, mais en même temps c'est extrêmement dur, ça expulse très vite les personnes qui se donnent pas à 100%. Voilà, donc c'est à la fois extrêmement positif parce que bah, tu fais des rencontres incroyables de tous les pays du monde, que des gens qui ont des talents, des parcours incroyables et tout, donc c'est hyper riche, et en même temps extrêmement dur parce que voilà, ça demande beaucoup d'énergie. Voilà. Mais bon, il y a un moment donné où, dans mon expérience new-yorkaise, qui a quand même duré 8 ans en tout, hein, il y a eu un cap, j'ai été promue, il y a eu un changement de direction, voilà, où justement les personnes que j'appréciais bien sont parties. Donc il y a eu plusieurs choses qui se sont passées, où financièrement c'était plus apaisé, puis voilà, et en même temps, je pense que là, je me disais, ça y est, en fait, c'est bon, je peux me calmer, en fait, puisque ça y est, j'ai atteint mon rêve. Je suis en fait là, à New York. C'est voilà, donc j'ai eu une espèce de prise de recul où je me disais, bah, le gros titre, le salaire, l'entreprise de mes rêves, le mode de vie qui faisait un peu rêver, bah, je voyais bien dans le regard de mes amis, voilà, plus je voyageais 10 à 15 jours par mois dans tous les États-Unis et le Canada. J'avais des fringues, tu n'as même pas idée, à profusion, gratuitement ou quasi gratuitement. Enfin, c'était vraiment, je vivais la fast life new-yorkaise, le cliché ultime, quoi. Et pourtant, tu vois, à ce moment-là où je pense que voilà, il se passait quelque chose qui a fait que j'ai eu la place. Enfin, je pense que ça a créé de la place pour des prises de conscience plus profondes, tu vois. Où je me disais, bon, ben maintenant que je suis sur l'étoile, maintenant, qu'est-ce qui se passe que je pourrais pas regarder ce qui se passe, quoi. Donc, je me suis vraiment posé cette question, est-ce que je me sens vraiment heureuse? Euh, Est-ce que le regard des autres, finalement, suffit à me nourrir, à m'épanouir? Quelle sera ma prochaine étape, tu vois, parce que je vais pas non plus, là, c'est très intense comme rythme. Est-ce que je vais rester ce hamster-là qui court dans sa roue sans jamais se retourner, se poser de questions? Tu vois, genre, voilà, de quoi est-ce que je serais vraiment fière Mmh. d'avoir accompli à la fin, tu vois? Est-ce que, bon, et quelle empreinte, tu vois, je vais laisser sur ce monde? Donc là, je pense qu'il y a même si dans les faits, il ne s'est pas passé grand-chose de différent, mais à l'intérieur de moi, il y a eu vraiment un nouveau chapitre qui s'est ouvert où j'ai essayé de creuser un peu ces questions. Je me suis fait aider par des spécialistes, hein. J'ai commencé à avoir un psy, j'ai vu Mmh. une coach aussi à un moment donné parce que je voyais que je ne trouvais pas forcément les clés. Je regardais beaucoup de documentaires, je lisais des choses. Donc je voyais qu'il y avait des prises de conscience qui arrivaient, écologiques, en plus des choses que je découvrais. Donc c'était assez violent, donc pas mal d'éco-anxiété aussi. Donc j'ai essayé de changer des choses par exemple dans mon alimentation, je consommais différemment et tout ça, mais n'empêche que la dissonance, elle était là entre ce que je faisais, mon métier, mon train de vie et mes valeurs que j'arrivais de plus en plus à assumer. Tu vois. Donc plus je me renseignais, plus c'était difficile.
Et plus j'étais déphasée aussi avec les gens autour de moi qui, eux, ne voyaient pas le besoin de se renseigner. Donc, il y avait Mmh. vraiment quelque chose qui se passait comme ça. Et finalement, un peu sur la même lignée que jusque-là, hein, mais toujours dans le côté sécurisant de la chose, j'ai pas osé bouger, faire de gros changements tant que j'ai pas eu ma green card. Donc, la bascule, ça a été la green card. Donc, il faut juste expliquer un peu, mais la green card, quand tu es aux États-Unis, c'est le Graal, en fait. C'est très, très, très dur à obtenir. Il faut plusieurs années, il faut qu'une entreprise te sponsorise. Ça coûte des milliers, des dizaines de milliers de dollars. Donc voilà, là, ça faisait 3 ans que j'attendais. Et une fois que tu l'as, ça veut dire que tu peux aller travailler n'importe où aux États-Unis. C'est ton permis de travail qui va te permettre de pouvoir changer d'entreprise. Là, jusque-là, si je partais, si j'essayais de faire quoi que ce soit, donc je prenais voilà, du temps pour moi, potentiellement, ils ne me reprenaient pas à mon retour. Je n'avais plus rien, il fallait que je rentre en Europe, je n'avais plus le droit d'être aux États-Unis. Donc, j'ai attendu finalement d'avoir cette green card et je ne me suis, prépare-toi, jamais servi de cette green card. C'est Waouh! limite honteux. J'ai démissionné le jour où je l'ai eu. Et là, bah oui, parce que ça y est, en fait, une fois que je l'avais, je pouvais travailler n'importe où. Et donc, j'ai démissionné. Et là, je suis rentrée en France. Déjà, parce que la France me manquait, ça faisait 8 ans que j'étais aux US. Et je me suis dit que j'allais faire un break, j'allais trouver ce que j'allais bien pouvoir faire, en fait. J'allais prendre le temps, j'allais voyager, là, j'allais faire des rencontres, que tout ça, ça allait finalement construire un petit peu et définir le prochain chapitre. Là, il y a eu une petite parenthèse qui n'était pas prévue, mais bon, finalement, 2 mois après que je suis rentrée en France, j'ai accepté mes anciens patrons qui étaient partis de ma boîte de mode, entre-temps, avaient créé une chaîne d'hôtels et m'avaient proposé de les aider. Et voilà, j'ai accepté et je ne regrette pas. Mais finalement, le Covid est arrivé par là et finalement, ça s'est arrêté, entre guillemets, grâce au Covid. Je vais dire grâce parce que du coup, c'est toujours comme ça quand les choses arrivent. Et ça m'a un petit peu sauvée, donc ça s'est arrêté. Et là, ça a été le grand déclic parce que c'est là où je suis partie. J'ai décidé de faire un voyage toute seule, donc j'avais jamais fait, partir seule et sans aucune limitation de temps, puisque le temps, c'était quand le Covid s'arrangera, je rentrerai, puisque pour l'instant, voilà. Donc du coup, je suis partie avec 3 fois rien, un aller simple pour le Mexique et un tout petit sac, donc ce qui était assez déroutant, parce que tu peux imaginer que mon dressing ne ressemblait pas à ce petit sac. Et voilà. Et donc là, j'ai engagé vraiment une longue. Enfin, finalement, le voyage a duré 6 mois. Et ça a été une longue déconstruction, aussi bien au niveau sur le rapport au temps, le rapport à l'argent que le rapport aux gens. Le rapport au temps, en fait, je me suis vraiment rendu compte que je travaillais trop, en fait, et que c'était pas normal de travailler autant, et que il fallait que je ralentisse et que j'arrive mieux à ressentir les choses et que j'étais que dans cette énergie, alors masculine, j'aime pas ce mot, mais on va dire du faire, toujours d'être dans la productivité, et qu'il fallait essayer j'avais envie en tout cas de me connecter plus à l'instinct et de moins calculer et de laisser plus de place, de vide, de possibilités aussi de rentrer des choses dans ma vie. Donc ça, je l'ai vraiment expérimenté pendant le voyage puisque j'avais pas du tout de trajet, de rien de prévu, voilà. Et juste, j'étais dans un endroit, c'était vraiment au ressenti de est-ce que je reste, combien de temps, qu'est-ce que je fais, ça dépend des rencontres, ça dépend de ce que je peux faire, voilà. Et du coup, c'était hyper intéressant et ça s'applique. Je pense qu'après, dans la vie, on se rend compte finalement, on laisse quasiment aucun temps à ça. Et c'est très dommage parce que c'est à ce moment-là qu'il se passe beaucoup de choses dans la vie. Le rapport à l'argent, finalement, c'était qu'avec mon tout petit sac et 3 fois rien, et en fait, j'étais bien plus heureuse qu'avec ces dizaines de milliers de dollars que je gagnais à New York. Donc voilà, en fait, on construit sa vie, on s'imagine qu'on a besoin de beaucoup, alors qu'en fait, je trouve qu'on base beaucoup nos attentes en termes de salaire et de niveau de vie sur ce qu'on nous dit qu'on est censé gagner et ce que gagnent les autres autour de nous. Alors qu'en fait, si on était capable de se connecter vraiment à soi et à ce dont on a besoin vraiment pour être bien, plus dans son rapport à soi que dans son statut social et de montrer aux autres, essayer d'arriver un peu à se déconnecter de ça, on se rend compte finalement qu'il y a beaucoup de choix qu'on peut faire différemment et qui peuvent nous épanouir beaucoup plus. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris
notamment quand j'étais au Guatemala, parce que là-bas, voilà, les personnes vivaient de façon beaucoup plus simple et avaient l'air tellement bien, en fait, et tellement heureuses que je pense que voilà, il y a eu vraiment un déclic à plusieurs moments qui s'est fait. Et dans mon rapport aux gens, où finalement j'ai fait des rencontres assez incroyables et que là je me suis dit, il y a cette phrase, tu sais, qui dit tu es la moyenne des personnes que tu fréquentes le plus. Je sais pas si tu connais. Exactement. Et ben voilà, en fait, moi, j'ai fait des études dans une école de commerce, j'ai travaillé dans la mode et après je vivais à New York. Donc autant te dire que mon monde, il manquait terriblement de simplicité, de sobriété, de valeurs humanistes, écologiques. Enfin, tu vois, genre, j'avais pas ça en fait autour de moi. Et là, en fait, le voyage m'a permis de faire ces rencontres-là m'ont énormément nourri, qui m'ont permis d'énormément réfléchir à tout ça. Donc voilà, je dirais que c'est vraiment ce voyage qui a été la plus grosse claque, le plus gros déclic. Et en pensant, voilà, je pensais, avant de partir en voyage, pour te dire, je pensais me réorienter en travaillant sûrement pour des marques de mode, tu vois, en me disant, je vais travailler pour une marque de mode plus engagée. Et puis tu vois, déjà, on a assez de fringues sur la planète pour les 4 prochaines générations, donc voilà. Mais, mais en plus, je me suis rendu compte que j'avais envie d'aller vers une approche qui était finalement beaucoup plus alignée dans une version plus radicale. Alors, je sais que radical, parfois, ça peut être un mot qui peut être péjoratif, mais là, moi, c'est vraiment dans le sens de radical à la racine, quoi. Vraiment aller au cœur des choses. Et je me suis dit que voilà, changer complètement de métier, sachant qu'on travaille quand même en moyenne 70 000 heures dans notre vie, hein, donc qu'il n'y avait pas un choix plus impactant à faire dans la vie voilà, que de faire un métier qui soit positif pour ce monde, en fait, qui soit en phase avec la transition écologique et solidaire. OK. Du coup, incroyable pour ce voyage qui a été hyper, formateur pour toi. Moi, j'ai l'impression que tu es passée de vraiment, le diable s'habille en Prada à Into the Wild. Genre, c'est vraiment ce genre de Oui. contraste, ce que tu viens de nous raconter. Mais, et je trouve ça aussi assez, incroyable le fait que tu aies pu te remettre en question. Enfin, je veux dire, de vivre tout ça à New York, dans un monde qui est complètement opposé à l'engagement écologique et d'être entouré de gens aussi qui ne pensent pas comme ça. Il y a eu cette remise en question et c'est assez inspirant et assez époustouflant, je trouve. Donc, bravo pour ça. Tu parlais de ce voyage. Quand tu es rentré en France, tu as décidé de te former à l'Institut Transition à Lyon. L'Institut Transition, c'est un organisme de formation professionnelle engagé en faveur de la transition écologique et solidaire. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de cette formation, ce que tu as appris, si ça peut intéresser certaines personnes qui nous écoutent? Oui, bien sûr. Donc oui, en effet, quand je suis rentrée en France, donc c'est là où vraiment je me suis dit, je veux que mon métier il soit vraiment en phase avec mes valeurs et qu'il ait une vraie empreinte positive sur ce monde, mais je savais pas clairement qu'est-ce que ça pouvait être. Et puis surtout, quand tu as un parcours comme ça, où tu sais que tu as fait tellement entre guillemets, de mal à la planète, tu te sens pas du tout légitime, en fait, pour commencer à postuler, travailler ou lancer quelque chose qui se prétend être dans la transition écologique et solidaire. Donc, je pense que j'avais vraiment ce problème de confiance en moi et de manque de légitimité. Et la deuxième chose que je te disais tout à l'heure, c'est ma quête de lien. En fait, j'étais terriblement seule dans mon cheminement. Enfin, pas autant que ça, mais quand même, en fait, en tout cas, je le ressentais de façon très forte et j'avais besoin de me mettre en lien avec des personnes qui partageaient la même rupture, en fait, le même moment. Plus les co-anxiétés qui se greffent à ça, enfin bref. Donc, gros benchmark. Voilà, j'ai comparé toutes les formations qui pouvaient exister sur le marché pour voilà, trouver quelque chose qui me permette de faire cette reconversion professionnelle. Je me souviens que c'est dans Le Monde que j'avais vu un article notamment qui m'avait vraiment convaincue sur l'Institut de Transition, en tout cas de les contacter et de demander un rendez-vous d'orientation. Mais je m'étais dit, voilà, celle-là, elle est vraiment complète, elle est vraiment aboutie, elle va bien avec mes attentes. Et donc, en fait, l'Institut de Transition, il propose plusieurs choses, notamment une formation qui dure 1 an, qui commence chaque année en septembre et qui regroupe une cinquantaine d'apprenants. Donc, moyenne d'âge 36 ans, tu vois ce que j'avais, j'étais pile au milieu. Et donc, des personnes en reconversion dans tous les domaines. Donc, c'est hyper riche parce que justement, en termes de rencontres, d'énergie, tu te sens vraiment appartenir
à cette communauté. Là, tu es dans cette promo avec toutes ces personnes qui sont exactement comme toi. Et voilà, ça fait déjà énormément de bien. Et donc, bah, j'ai eu du coup la chance de rencontrer Martin Durigneux et Fanny Viry, qui, avec toute leur équipe, hein, ils ont créé cet institut. À la base, c'est les fondateurs de l'association Anciela, qui à Lyon est un peu l'asso référente si tu veux t'engager, quoi. Ils ont un peu sur pour un peu tout le monde, que ce soit si tu lances ton projet, ils ont une pépinière d'initiative, si tu as envie d'agir, ils vont t'aider à trouver du bénévolat, si ils ont des formations, ils font un festival justement pour aider les gens à agir. C'est eux qui fournissent le guide avec je sais plus combien de structures de l'ESS de Lyon, ils ont un magazine mensuel. Enfin, bref, ils font vraiment un travail qui est pour moi brillantissime de un peu d'être au centre un peu de l'écosystème de la transition à Lyon. Et justement, dans le cadre de d'Anciela, ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient toquer à leur porte pour se reconvertir, justement, qui étaient dans mon cas. Et là, ils n'avaient pas forcément ce qu'il fallait pour répondre à ça. Donc, ils ont créé, en plus d'Anciela, ils ont créé l'Institut Transition. Mais du coup, tout est lié et c'est ça qui est super parce que du coup, non seulement tu arrives dans une formation, mais en plus, vraiment, tout de suite, tu es baigné dans tout l'écosystème là-bas. Il faut savoir que Lyon, c'est quand même en France une des villes, si ce n'est peut-être la ville, la plus dynamique en termes très avancée en fait sur la partie écologique. Donc c'est vraiment un terrain de jeu idéal pour apprendre. Tu vois, moi je vois par exemple, il y a énormément de choses qui m'ont inspiré là-bas. En revenant après dans le Pays Basque, j'ai vraiment pu m'inspirer des structures et des actions qui existent déjà. Donc voilà, pour revenir à la formation en elle-même, pour les personnes qui pourraient être intéressées, c'est une formation qui te forme. Donc en fait, ça réunit une grande quantité d'intervenants qui sont hyper talentueux sur des sujets très divers, donc que ce soit sur les savoirs liés aux enjeux de la transition écologique, donc vraiment et solidaire. Donc là, vraiment, ça permet de développer ta capacité d'analyse, tu vois, ton esprit critique face à ces enjeux, de savoir comment est-ce que tu peux agir pour résoudre ces enjeux-là, donc soit sur l'écologie, la solidarité, sur les politiques publiques, sur l'économie sociale et solidaire. Donc là, déjà, tu as toute la partie vraiment savoir. Après, tu as un deuxième axe qui est sur les compétences nécessaires pour accompagner le changement. Donc moi, j'aime bien, il parle souvent de l'approche du couteau suisse, qu'en gros, dans la transition aujourd'hui, si tu veux vraiment contribuer, il faut vraiment que tu aies cette capacité à être assez polyvalent et capable de faire beaucoup de choses. Et donc, en gros, ils t'apprennent à accompagner le changement. Donc, qu'est-ce qui crée des déclics? C'est quoi les freins? Comment tu fais pour embarquer les personnes? Comment tu mobilises une équipe, sachant que c'est pas du tout pareil dans le milieu de la transition que dans une entreprise classique. Tu vois, tu vas devoir mobiliser des bénévoles, par exemple. Comment est-ce que tu montes un projet de transition? Donc, sur toutes les facettes. Et le troisième axe, ça va être de développer la connaissance des écosystèmes, justement, donc écologiques et solidaires, donc grâce à des mises en réseau avec les acteurs associatifs, les entrepreneurs engagés, pourquoi pas même des acteurs publics si c'est vers là que tu veux aller. Donc, en gros, ils t'impliquent à travers des missions concrètes de ton choix. Donc, tout au long de l'année, tu as des propositions de missions. Et c'est toi qui choisis vraiment qu'est-ce que tu veux faire et tu vas aller les rencontrer, te mettre en action du coup avec eux. Donc, tu vas pouvoir développer des compétences et on sait à quel point la mise en action, au début, elle est difficile, mais elle est tellement, elle fait tellement de bien et elle te permet vraiment de te rassurer sur la suite et de lancer une première dynamique. Et en plus de ça, tout au long de la formation, donc pour info, la formation, elle coûte environ 5 600 euros. Tu as à peu près 230 heures de formation. Et tu as deux façons de le faire. Soit tu peux le faire en journée, si tu ne travailles pas, tu es au chômage ou voilà, tu es en reconversion comme moi. Ou si tu travailles, tu peux le faire. Tu as une version soirée week-end, donc c'est assez bien. Et donc, je disais, en plus des cours, tu as un mémoire professionnel à faire tout au long de l'année, qui est un peu ton excuse, ta façon de mettre sur papier, de réfléchir à justement la suite.
à quoi va ressembler ton engagement. Et donc, tu es accompagné personnellement pour faire ce mémoire. Donc, tu as un binôme qui est choisi en fonction du sujet qui t'intéresse, de deux personnes, un binôme évidemment, de deux personnes. Et donc, tu as 2 heures chaque mois pour t'aider. Moi, par exemple, je travaillais sur les nouveaux imaginaires et j'ai eu du coup la chance d'avoir le cofondateur de l'Institut Transition et d'Anciela, Martin Durigneux, et avec lui, Julien Vidal. Bon, je ne sais pas si tu connais Julien Vidal, mais il fait aussi un podcast comme toi qui s'appelle Les 2030 Glorieuses. Il a un mouvement qui s'appelle Ça commence par moi. Enfin voilà, donc c'était super riche, quoi. Franchement, ça a été des rendez-vous hyper accélérateurs pour moi, avec des prises de conscience qui venaient vraiment affiner, tu vois, mon évolution et définir petit à petit à quoi allait ressembler mon engagement. Donc voilà. OK. Ah, c'est incroyable et comment on est, sélectionné pour, cette formation? Bah, tu fais ce rendez-vous d'orientation. Donc, tu Mmh. fais une demande pour avoir un rendez-vous d'orientation. Et là, tu vas parler à une des personnes qui a cofondé l'Institut. Et donc là, c'est un win-win, quoi. Il faut que toi, ça corresponde à tes attentes et que bah, la personne en face de toi te renseigne bien sur ce qu'il y a dans le contenu de la formation et voir si ça va vraiment y répondre. Donc, je pense que voilà, c'est vraiment plus un accord entre les deux. Et après, j'imagine qu'il y a une limite de place vu qu'il y a 50 personnes par promo. Donc, peut-être qu'à Ouais. un moment donné, bah, ils te reportent à l'année d'après s'ils sont déjà complets, quoi. OK et on dirait que Lyon et cet institut, ça t'a inspiré puisque tu as été la cofondatrice aussi de l'école Ecologica, qui se trouve aussi à Lyon. C'est l'école de la transition solidaire, résiliente et désirable. Est-ce que tu peux nous expliquer quand et comment a germé cette idée? Est-ce que ça représente, cette formation aujourd'hui et qui peut y accéder? Bah, voilà, donc justement, on parlait du mémoire juste avant. Donc, ce mémoire, c'est un peu l'excuse aussi pour rencontrer les personnes qui t'inspirent ou qui font peut-être déjà ce que tu voudrais faire ou pour découvrir, comprendre en fait des choses sous prétexte de les interviewer. Parce que pour faire ton mémoire, tu dois interviewer plein de gens, c'est très important. Donc voilà, et donc bah, moi, grâce à ce mémoire, du coup, et cette formation, j'ai fait la rencontre d'une personne qui s'appelle Floyd Novak pour l'interviewer. Et parce que je voyais son profil que je trouvais assez impressionnant. Floyd, avant même de faire Sciences Po, donc hyper jeune, il a créé une asso pour la sensibilisation aux enjeux climatiques et sociaux, qui est devenue une fédération nationale, s'appelle CIE. Il est enseignant, que ce soit à Sciences Po, à l'école 3A, à l'université. Enfin voilà, il est aussi conseiller métropolitain et municipal. Donc, il a vraiment, pour moi, il est impliqué sur un peu tous les domaines et il est hyper actif en fait. Et ce qu'il fait, il a vraiment un impact fort. Donc, je voulais l'interviewer. Et du coup, dans les échanges, dans l'interview, il me parle d'une idée. Alors, à ce moment-là, en plus, c'est encore confidentiel. Il me dit, ouais, j'ai une idée, j'ai un projet, je voudrais faire une école supérieure. Et il m'explique pourquoi est-ce qu'il veut créer cette école et à quels besoins cette école, elle répondrait. Et là, il me dit, tu vois, d'un côté, dans mes cours, je rencontre des élèves qui sont, beaucoup viennent me voir et me disent, enfin, voilà, ils constatent une dissonance où il me dit, lui, il enseigne les enjeux de la transition écologique et solidaire, et ses élèves, ils viennent le voir, ils disent, mais dans les autres cours, on apprend l'inverse de ce que vous nous dites. Comment ça se passe? Enfin, c'est vraiment le business as usual. Donc, Mmh. voilà, donc ça, enfin, c'est pas vraiment nouveau, hein, ce que je dis là, c'est pas une révélation. Il suffit de regarder les discours de fin d'études là, des grandes écoles, la plus connue avec AgroParisTech qui a appelé à déserter, ou HEC ou quoi. Enfin, on voit aujourd'hui que ben, les formations, elles sont pas forcément suivies assez vite en fait par rapport aux enjeux de la transition, et elles permettent pas de répondre à la quête de sens des jeunes et d'avoir vraiment un impact positif, enfin, qui ne permet pas à ces jeunes d'avoir un impact positif sur ce monde ou d'être outillés pour pouvoir avoir cet impact comme ils souhaiteraient. Donc ça, c'est la première chose, le premier besoin qu'il identifie. Et le deuxième, c'est comme il est dans le milieu associatif, où il côtoie une grande partie de l'écosystème lyonnais, il se rend compte qu'en fait, ça manque cruellement de jeunes bien formés, bien outillés pour toutes ces structures. En fait, les structures, elles se multiplient Mmh. vraiment rapidement. En 15 ans, je crois que le guide, justement, d'Ancela, il est passé de, de, de 50, d'une cinquantaine de structures de l'ESS à plus de 800 rien que sur Lyon aujourd'hui. Donc voilà, aujourd'hui, l'ESS, je crois que c'est 14% des emplois privés, c'est 4 millions d'emplois. Enfin,
voilà, et ça va continuer à aller en augmentant forcément. Donc aujourd'hui, il y a toutes ces structures d'un côté et finalement, il y a peu de gens vraiment très qualifiés sur un ou des sujets et ça vaut de l'or. Donc voilà, donc ils voient ces problèmes-là et donc il me dit, je lui explique un petit peu mon parcours et tout ça et en fait, on se rend compte qu'on a des profils vraiment complémentaires parce que lui, il a vraiment ce côté associatif, enseignement, institution publique. Et moi, justement, j'ai fait que du privé. J'étais plutôt dans tout ce qui était image com, ce qui lui le rebute beaucoup. Je suis en train de faire l'Institut Transition, donc je suis en train de me former à beaucoup de choses qui du coup aussi enfin c'est une forme d'école, hein, c'est une formation, mais c'est une forme d'école, donc la plupart des cours, le programme, le contenu de ce que j'apprends finalement pourrait ressembler d'une façon ou d'une autre à l'école qu'il voudrait créer. Donc voilà, donc il me propose à ce moment-là pour lancer son projet, son idée de devenir cofondatrice. Et voilà, et from scratch, là, on décide de créer Ecologica. Donc j'ai travaillé du coup sur ce projet jusqu'à sa création, jusqu'à son ouverture. Et là, ça fait déjà deux saisons, des formations professionnelles, deux promos Mmh. que l'école existe. Donc voilà, c'est une école supérieure. Hein, donc sa particularité pour moi, c'est son modèle, puisque c'est une école coopérative en gouvernance partagée. Donc ça n'existe pas ailleurs. Donc en gros, là, les quatre parties qui sont les étudiants, les enseignants, les partenaires, donc toutes ces structures employeuses et les personnes qui travaillent, les salariés de l'école, sont au même niveau. Chacun a une voix pour voter. Et donc, c'est vraiment un fonctionnement à l'horizontale qui fonctionne. Donc, moi, j'ai travaillé sur la partie création, hein, donc ce qui a fonctionné sur sa création, sur un format de groupe de travail, de groupe de réflexion pour co-construire ensemble le projet, définir les besoins. Donc, tous ces partenaires, ils expliquaient, on a besoin que les gens ils soient outillés sur ci, ça. Les étudiants, ils pouvaient donner leur avis. Donc, les besoins de la plaquette pédagogique, ils ont été vraiment travaillés ensemble. Et les étudiants, aujourd'hui, pour le voir quand j'enseigne dans l'école, je trouve, sont vachement responsabilisés et impliqués dans les décisions. Donc, c'est positif pour moi à tous les niveaux. Voilà, donc ça, c'est sa particularité. Après, c'est une école supérieure accréditée RNCP au niveau européen. Donc, tu vois, avec Bac+2, Bac+5, qui délivre des diplômes. Donc, qui vont du bachelor au master. Il y a un master sup aussi. Donc, en gros, pour répondre à ta question, tu peux rentrer tu as 4 options, quoi. Tu peux rentrer après le bac, donc post-bac, à Bac+2, Bac+3 OK. et master pour le master sup. Ce qui différencie pour moi Ecologica parce que maintenant il y a beaucoup d'écoles hein, qui ouvrent des formations sur plus axées écologie, etc. Pour moi, Ecologica, déjà, elle incarne le changement de modèle dans sa forme et elle ne se limite pas elle se cantonne pas à la RSE, à la responsabilité sociétale des entreprises. Là, les débouchés sont un peu différents que la plupart de ces formations-là, qui sont vraiment dirigées au poste RSE dans les entreprises. Là, les débouchés, ils visent plutôt les associations. Donc, tu apprends vraiment à travailler en asso, à monter une asso. C'est une autre façon de travailler, hein, les assos. Donc, voilà. La deuxième axe de débouché, c'est les pouvoirs publics et les collectivités. Et le troisième axe, c'est le renforcement des acteurs de la transition. Donc, soit des structures dont la raison d'être va vraiment dans le sens de la transition, soit l'entrepreneuriat à impact. Voilà, donc je sais pas, des exemples, c'est des tiers-lieux, l'agroécologie, la gestion des ressources, tu vois, les déchets, l'aménagement du territoire, la nature en ville, les réseaux d'entraide, évidemment, la participation citoyenne, tu vois, tu apprends à faire des plaidoyers, l'éducation aussi, enfin bref, il y a beaucoup de choses, mais voilà. Et donc là, c'est la deuxième promo cette année. Les candidatures pour la troisième promo sont déjà ouvertes sur le site. Voilà, avec l'option pour la première fois des masters en alternance, parce qu'il faut un minimum de 2 ans d'ancienneté d'une école pour pouvoir déployer les alternances. Donc voilà, donc tu vois, il y a plus de 50 structures partenaires. Donc c'est entre autres les futurs employeurs des étudiants hein, de l'école. Donc voilà. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les étudiants à qui je donne les cours. Je vois, hein, je donne sur l'accompagnement au changement vers de nouveaux imaginaires. C'est les 2 dernières années. Franchement, c'était hyper inspirant. Leur conviction, leur détermination, leur esprit critique. Enfin, je trouve que c'est vraiment un choix hyper ambitieux et voilà, super honorable.
Donc c'est cool, je suis hyper contente de ce projet. Ouais, et d'autant plus que, ouais, c'est une école, c'est assez innovant quand on regarde les profils un peu des gens qui sont dans des associations. J'ai été bénévole pendant des années, j'ai fait mon stage de fin d'études chez Softrider et on en discutait d'ailleurs avec des collègues pour dire que à chaque fois, il y a pas de profil type. C'est des gens, très Mmh. hétéroclites qui viennent de formations très différentes, qui ont des expériences personnelles, professionnelles avant ça très, très différentes. Donc c'est assez génial de pouvoir offrir une formation un peu plus spécialisée et si ça peut aussi, encourager des jeunes à monter leurs propres associations aussi par la suite, leurs propres projets, c'est assez incroyable. Tu parlais des nouveaux récits et du coup, tu as créé aussi un projet qui s'appelle Territoire des possibles. Ce projet, tu l'as créé, sur, ta terre, natale, enfin, tu es revenue aux sources. Ce projet-là, il consiste à véhiculer d'autres imaginaires sur un territoire donné, qui est bah, le territoire où tu as grandi. Il s'agit des Landes, du Pays Basque, qui se trouvent aussi être deux espaces très denses en termes de population humaine, puisqu'il y a beaucoup de touristes en saison haute et qu'il y a de plus en plus de personnes non originaires de la région qui viennent s'y installer. Tout ça, ça a évidemment de grosses conséquences sur l'environnement de ces territoires. La première question que je voudrais te poser, c'est comment les nouveaux imaginaires collectifs, ils peuvent créer une alternative ou redonner un nouveau souffle à un territoire qui est très sollicité par l'humain aujourd'hui. Bon, bah, déjà pour expliquer le contexte pour, peut-être ceux qui connaissent pas trop la région, c'est vrai que la côte, surtout la côte, parce que les Landes c'est plus grand, mais la côte landaise, et le Pays basque, c'est 2 territoires attractifs, très prisés, mais du coup, sous pression avec, bah, comme tu disais, une forte saisonnalité, touristique qui a un impact, évidemment sur l'environnement et sur les modes de vie et une installation croissante, hein, surtout depuis le covid, de nouveaux habitants qui crée une pression, foncière, forte, des tensions sociales et finalement amène vers un risque d'un territoire qui sera plutôt subi que choisi. Donc en effet, bah, oui, les nouveaux imaginaires pour moi c'est un levier de transformation. C'est ce qui peut permettre, pas que, hein, il y en a plein des leviers, mais, voilà, de peut-être sortir du modèle actuel, qui oppose, développement et préservation, en justement en valorisant, la préservation et en montrant que tout ça peut être qu'un seul et même objectif et en imaginant, tu vois, des modes, de vie plus harmonieux avec le territoire, en valorisant, un tourisme, heu, un tourisme durable, une économie plus durable. Heu, voilà et remettre, au centre, l'identité, la culture locale, hein, qui est très forte, surtout dans le Pays basque, sans forcément les figer, mais en tout cas, voilà, d'arriver, plutôt que de subir les changements, reprendre la main sur le futur du territoire en créant justement ces récits pardon, positifs et fédérateurs. L'idée, en gros, ce serait de favoriser des projets qui impliquent des habitants, enfin les habitants, tu vois, les nouveaux arrivants, et qui valoriseraient les acteurs du changement, les acteurs locaux de la transition, en mettant en avant, tu vois, des modes de vie désirables, euh, mais adaptés aux enjeux locaux, en redonnant du sens à l'ancrage territorial euh, à travers des projets collectifs. Donc, concrètement, tu vois, je pense à Logeco, la monnaie basque, tu vois, soutenir, donc en Mhm. soutenant l'économie locale, soutenir les circuits courts avec les producteurs, il y en a beaucoup de producteurs locaux, soutenir des personnes qui se lancent, donc tous les projets à impact qui se créent, il y en a de plus en plus, donc les valoriser tout ce qui est plus résilient, plus solidaire. Et au niveau du tourisme, ça peut être en inventant des expériences qui soient moins destructrices et plus immersives et qui permettent de renforcer les liens entre les habitants et leur environnement. Carrément et justement en juillet, dernier, tu as monté un projet qui rassemble un peu tous ces éléments dont tu viens de parler. C'était le festival, Forêt des possibles qui s'est déroulé dans la forêt de Juzan à Anglette, donc juste à côté de Biarritz. C'est un endroit qui est pas anodin, je vais te laisser expliquer pourquoi. J'avais malheureusement pas pu, venir à cet événement et je l'ai regretté un petit peu quand même. Mais en tout cas, j'en avais entendu de très très bons échos par la suite. Est-ce que tu peux nous dire en quoi il consistait ce projet et quel était l'objectif de cette journée?
Oui, bien sûr, et tu vas encore plus regretter de pas être venue du coup après. Heu, non, mais bah, déjà oui, tu as parlé de la forêt de Jusan, donc déjà je vais expliquer un petit peu ça. Tout a commencé par, la mobilisation qui a eu lieu, pour, la protection de cette forêt. Donc il y a un collectif, notamment, Lali, dont tu parlais tout à l'heure fait partie, qui s'est mobilisé, qui s'appelle Collectif Jusan Vivant, et qui a, vraiment défendu cette forêt qui était menacée par un projet de construction. Ils ont lancé une pétition qui a explosé, il y a eu plus de 75 000 signataires. Ils ont organisé un événement dans la forêt pour regrouper les gens du coin et les militants euh, pour essayer de faire annuler le projet. Et ça a marché puisque le maire d'Anglet s'est déplacé à cet événement et au micro, à la surprise générale, a annoncé l'annulation du projet. Donc c'était hyper émouvant. Voilà, enfin c'était vraiment chouette quoi. Et donc voilà, donc le truc est parti de là. Après moi c'était dans le cadre de d'HBN. Donc HBN c'est Humans by Nature, c'est mon association de cœur. En fait c'est une asso qui regroupe des porteurs de projets justement à impact et des personnes bénévoles de compétences, on appelle ça, donc des personnes qui veulent donner de leur temps pour aider. Donc en fait, tu dis un petit peu ce que tu sais faire, donc tu listes un petit peu tes compétences, sur quoi tu serais capable d'aider. Ça peut aussi même être du matériel ou un lieu, enfin voilà, ça peut être plein de choses, de la circularité en fait. Voilà, et tu mets ça à disposition pour aider ces porteurs de projets dans les différentes étapes de leur projet. Et en plus de ça, il y a de la sensibilisation pour le public extérieur à l'assaut, ça s'appelle les 17. Et en fait, c'est en référence aux 17 objectifs de développement durable et c'est le 17 de chaque mois. C'est un événement à chaque fois qui est organisé sur une des 17 thématiques. Donc, il y a eu plein de choses, le compost, la mobilité, l'énergie, voilà, j'en passe. Et le slogan d'HBN, quand même, je le dis parce que c'est pas mal, c'est remettre l'homme au cœur de la nature et la nature dans le cœur des hommes. Mmh. Et voilà, et donc j'avais cette idée depuis quand même un moment de créer un festival en forêt. Et c'est avec l'association HBN, dans le cadre des 17, que je me suis dit, voilà, bah là on arrive sur l'été, donc 17 juillet. Et je pense que là, ça peut vraiment combiner énormément de choses. Déjà, cette forêt, voilà, ça s'est fait. Il y a eu cet événement, j'y étais. C'était surtout des militants qui étaient là, à cet événement-là. Donc, moi, j'ai vraiment déjà cette envie d'ouvrir les cercles et d'essayer de sortir un petit peu des gens qui sont déjà sensibles, déjà engagés, pour essayer d'aller toucher d'autres personnes. Et donc là, le 17 juillet, je me suis dit, bah, c'est super, c'est les vacances. Faut se dire aussi que, bah, pour l'avoir étudié dans le cadre de ma formation, mais que voilà, il y a certains moments où on est apte à avoir des prises de conscience et des déclics. Il faut qu'il y ait de la place, justement. Donc, il faut soit qu'on soit dérouté parce que c'est, je sais pas, on est en train de déménager. Quand tu déménages, typiquement, c'est le moment où tu peux tout changer dans ton mode de vie. Tu peux apprendre à faire le tri, prendre un vélo, Mmh. voilà, tout. Alors que quand tu es dans ton quotidien, ça te paraît insurmontable, tu vois. Donc, c'est un exemple. Bah, les vacances ou les voyages, moi, c'est aussi un moment très précieux pour arriver à se laisser toucher, à être plus sensible aux expériences et justement pour arriver à créer des déclics, des prises de conscience chez les personnes. Donc voilà, là, je me suis dit, l'été arrive, c'est le 17 juillet. Je pense que cette forêt, il s'est passé un truc tellement fort dedans. Voilà, on pourrait essayer de renforcer encore plus sa protection en organisant un événement immersif dans la forêt. Parce que pour moi aussi, on protège le vivant en créant des liens avec le vivant. C'est-à-dire que si les personnes ont vécu un moment fort, cette forêt, ils se battront corps et âme pour la protéger après. Enfin, il y a vraiment un truc qui se passe en fait au niveau voilà, dans ce lien au vivant qui par l'émerveillement, l'émotion et tout ça qui est très fort. Donc voilà, donc là j'ai voulu faire ça là, fédérer aussi parce que il y a énormément de gens qui font plein de choses dans la région et il y a assez peu de moments où tout le monde est ensemble. Donc là l'idée c'était un peu de fédérer, de réunir un peu tous les acteurs engagés pour la biodiversité dans le coin et donc c'était chouette parce qu'il y a quand même plus de 30 assos, artistes, structures, acteurs du changement qui ont participé bénévolement en proposant des activités, ou en ayant un stand ou en mettant des œuvres à disposition. Enfin voilà, il y a eu tout un tas
d'actions différentes, mais c'était vraiment très fort déjà de réunir ça. Et après, au niveau de la programmation du festival, l'idée, c'était que ce soit transgénérationnel, qu'il y ait aussi bien des grands-parents ou des parents qui amènent leurs enfants parce qu'il y a un atelier prévu pour les enfants. Hein, ils ne sont pas forcément écolos, mais voilà, il peut y avoir des jeunes qui viennent tester une expérience d'ecstatic dance en immersion dans la forêt parce que c'est cool, ou qui viennent écouter un concert, mais pareil, ils sont pas forcément venus pour un côté militant pour la forêt. Donc voilà, donc l'idée c'était un peu de mélanger ces acteurs-là, les faire se rencontrer avec un public large. Et puis du coup, ils peuvent peut-être tomber sur quelqu'un, écouter le petit bout d'une conférence ou d'une table ronde. Enfin voilà, donc c'était un peu cette idée-là. Et donc après, comme je te disais, l'objectif, le but, c'est vraiment ça, de créer des déclics, des prises de conscience en favorisant le lien avec le vivant, avec les arbres, avec la forêt, à travers l'émerveillement, l'émotion, grâce à une approche, comme tu disais, multisensorielle. Donc je m'explique, parce que c'est un peu chelou ce mot, mais multisensorielle, j'entends, pour moi, c'est une approche tête, corps, cœur, c'est-à-dire tête à travers des activités du type table ronde, conférence, tu vois, il y avait un village des assos, etc. Corps, donc on touche plus au sensible. Donc là, on est plus déjà dans la forêt avec du tressage végétal, par exemple pour construire des mangeoires à oiseaux, des balades avec la LPO à la découverte, tu vois, du son des oiseaux, des initiations à la grimpe d'arbres, des jeux de pistes pour les enfants. Enfin, voilà, donc on est plus sur le sensible. Et enfin, cœur, là, on est vraiment dans quelque chose qui vient toucher l'émotion à travers l'art, où on avait des contes en forêt, on avait de la danse, on avait des installations artistiques, des concerts. Et une fois la nuit tombée, parce qu'il n'y avait pas d'éclairage, hein, donc une fois que c'était bien éteint, on a projeté donc sous les étoiles le film Il était une forêt avec Francis Allais, qui est un documentaire que je trouve incroyable. Voilà, donc ça c'était très beau, c'était grâce au fonds de dotation Agir à la source qui a financé la partie installation, parce que sinon tout le projet était 100% bénévole et sans revenu en fait. Tout était gratuit et tout le monde a joué le jeu, y compris la ville d'Anglette d'ailleurs, hein, qui a été chouette. Donc voilà. Et je veux quand même préciser que oui, je suis à l'initiative du projet. Hein, enfin, j'avais cogité, on va dire, mais que il y a Nadège Chornoz qui était co-organisatrice avec moi, hein, qui elle est spécialiste des forêts. Donc elle est guide chez Nrinoku, fraise de la forêt, etc. Donc ça, voilà, ça aurait été très difficile de faire sans elle. Et après les bénévoles d'HVN, et pas que, parce qu'il y avait aussi des gens juste en vivant. Enfin voilà. Bref, en tout cas, il y a énormément de gens qui ont contribué, que je remercie encore, que j'aime très fort et qui ont permis à tout ça d'exister. Et je crois que je regrette, encore plus de pas être venue. D'ailleurs, il y a pas longtemps, je regardais les photos que vous aviez publiées sur le compte Instagram, Territoire des possibles, et je me disais encore: «Punaise, ça avait vraiment l'air d'être, bien, enfin vraiment une journée de communion avec des gens, divers et des artistes très divers», donc ça avait l'air, vraiment chouette. Est-ce que tu as un souhait particulier pour ta région, sur ce territoire des possibles? Et qu'est-ce que tu voudrais voir émerger avant tout? Ou qu'est-ce que tu rêverais de voir comme chose à devenir, comme changement à devenir? Que ce soit un territoire où on préserve et on régénère, pas juste où on exploite. En fait, on a un écosystème unique, quoi, les océans, l'océan, les forêts. Et voilà, donc face à la pression humaine, il faudrait qu'on ait une approche plus régénérative, pardon, que ce soit sur l'aménagement, le tourisme, tu vois. Et le Pays Basque, Euh, j'avais vu, je crois que c'est l'un des territoires les plus artificialisés en France, donc c'est assez impressionnant. On c'est ça. avait vu, il y a un classement qui est sorti il y a une semaine ou 2 semaines déjà, qui disait que Biarritz, c'est la ville où il ferait le plus bon Vivre. vivre en 2025. Et moi, j'y ai vécu 6 mois, j'ai adoré. Mais j'avoue que quand on est vraiment sur la terre ferme en plein milieu de Biarritz, on se rend compte quand même qu'il n'y a pas beaucoup d'arbres. Mmh, complètement. D'ailleurs, Bayonne et Anglette sont dans ce même sondage, pas très loin derrière. Donc, tu vois vraiment que c'est un territoire qui est très inspirant,
Et du coup, je me dis que, bah, justement, il est tellement attractif et inspirant on est d'autant plus responsable, notre responsabilité est d'autant plus grande euh, pour montrer l'exemple, en fait. On devrait être le territoire où on donne envie d'agir, où on, on est plus innovant, où on montre que c'est possible, qu'on inspire par justement ces récits positifs, qu'on montre on peut bien vivre, mais du coup, est-ce qu'on peut vivre autrement aussi, en soutenant peut-être plus ces nouveaux projets engagés, ces jeunes qui veulent se lancer, en multipliant les événements, les expériences, euh, qui réenchantent un petit peu cette transition. Donc voilà, moi c'est ça que j'aimerais bien voir advenir, quoi. On sait qu'on c'est bon vivre, mais qu'on réinvente un petit peu ce nouveau vivre ensemble, quoi, en créant plus de liens entre les habitants historiques, tu vois, et les nouveaux arrivants, par exemple, parce Mmh. que il y a beaucoup de critiques sur les nouveaux arrivants. Ouais. Mais tu vois, comme toi, tu es venu pendant 6 mois, moi j'ai vécu à New York pendant longtemps, bah, les nouveaux arrivants, ils apportent aussi beaucoup de choses. Il n'y a pas que du négatif, il y a des gens qui viennent pour vrai et qui ont vraiment des belles choses à apporter. Donc voir comment est-ce qu'on peut créer ce lien et qu'on soit pas dans cette polarité. Mmh. Préserver l'identité locale, tout en accueillant quand même l'évolution du territoire, mais voilà, en encourageant les espaces de dialogue, de rencontres, les actions collectives, quoi. Ouais. Voilà, je dirais que c'est ça. Après, je trouve que bon, Bayonne, c'est une ville extrêmement associative, donc il y a déjà énormément de gens engagés, mais voilà, en gros, ce serait un peu ça mon rêve pour cette région, ce serait que les gens déjà soit plus engagé. Moi, je vois à quel point mon engagement associatif, bah, avec le festival, je l'ai énormément ressenti. Ça m'a procuré énormément d'émotions, de joie, voilà. Mais je le suis aussi chez HBN, mais aussi dans d'autres assos, chez Make Sense, chez Osons ici maintenant. Il y a plein d'autres endroits. Je vois à quel point c'est riche en fait. Et du coup, j'encourage vraiment toutes les personnes du territoire, après de partout globalement, mais à se renseigner en fait sur quels sont les assos autour d'elles qui pourraient leur correspondre ou à essayer peut-être de dégager du temps. Alors, on parle beaucoup qu'on n'a pas le temps, mais en fait, c'est peut-être plus prioriser que dégager du temps, le mot, mais pour pouvoir agir bénévolement là où ça leur correspond, là où ça résonne, là où ce sera bon pour elles, puisque pour moi, il y a tellement de causes différentes, hein, que ce soit la nature, les animaux, les ressources, tu vois, les déchets, la mobilité, l'entraide, la solidarité. Enfin, il y a voilà, il y a un nombre de causes. Chacun a des choses qui les touchent plus que d'autres. Et pareil pour les missions. Il y a un type de mission en fonction de ce qu'on sait faire, ce qu'on aime faire. Chacun peut trouver sa place en fait s'il a envie d'agir. Et aujourd'hui, on a besoin de tout le monde. Et si on veut être ce territoire-là où la bascule elle est possible, ben il suffit de comprendre qu'est-ce qui nous fait vraiment du bien, qu'est-ce qui nous rend fiers, qu'est-ce qui nous rend heureux, et se mettre en action pour rejoindre en fait pour moi les initiatives qui existent, à moins qu'on ait vraiment l'envie de créer sa propre, hein, ce qui est Mmh. encore autre chose et ça dépend des personnalités, mais voilà. En tout cas, je pense qu'au final, à la fin de notre vie, on ne parlera pas forcément de combien d'argent on a accumulé ou de combien de biens on a accumulé, mais plutôt des liens. Je pense que c'est bien plus important que ce soit avec évidemment notre famille, peut-être en premier, avec nos amis, peut-être en deuxième, mais les liens qui nous auront fait du bien, qui auront laissé une empreinte positive sur ce monde. Je pense qu'on sous-estime en fait l'importance que ça a et on est tous dans nos hamsters, comme des hamsters dans nos roues, là, comme je disais tout à l'heure. On y est tous et voilà. Et je pense que un territoire qui me fait rêver, le territoire des possibles, pour moi, ce serait ça. Ce serait un territoire où il y a Mmh. une vraie prise de conscience et où l'inspiration que nous donne ce lieu, parce qu'il est magnifique et il est incroyable, finalement, nous emmène à faire des choix et à nous mettre en mouvement de façon positive pour lui, pour le territoire. Et c'est super que tu parles de ça parce que j'ai l'impression que c'est une chose qui revient beaucoup, dans chacune des conversations que j'ai, avec les invités, du podcast. C'est vraiment cette notion d'engagement et d'action et moi, c'est quelque chose que je veux justement faire paraître, à travers mes podcasts. C'est que
L'engagement, c'est véritablement salvateur. Et c'est aussi le lien avec l'écologie. Au final, on parle d'engagement pour le vivant, mais la première chose qui nous fait du bien et la première chose qui fait du bien, je pense, pour le vivant, in fine, c'est le fait de se rassembler. Quand on se Mmh. rassemble, on s'extériorise, on sort de soi-même pour aller vers l'autre. Et aller vers l'autre, c'est vraiment aussi, j'ai l'impression, aller vers la nature. Donc, je te rejoins tout à fait là-dessus. Avant de terminer, moi je voudrais parler encore d'autre chose. On a parlé de tous tes combats pour l'intérêt général, mais tu m'as parlé au téléphone la dernière fois du fait que tu as fait un voyage au Maroc, que tu y es allé en train. Et alors je ne sais pas du tout si tu l'as partagé un peu sur les réseaux sociaux. En tout cas, c'était un voyage plutôt personnel, je crois. Enfin, moi j'aimerais te demander pourquoi tu as décidé d'aller au Maroc en train, parce que c'est quand même, les gens ils vont quand même la plupart du temps en avion, et comment c'était? Mmh. Alors oui, non, j'ai pas du tout communiqué dessus, c'était très personnel. En effet, les gens vont au Maroc en avion et ils ont bien tort. Parce que qu'est-ce que c'est plus fun de prendre le temps de voyager, et de laisser de la place, pour qu'il se passe des choses, en fait. Quand tu prends un avion, tu as peu de temps, tu comptes tes jours, tu vas à l'aéroport, tu vois personne, tu arrives sur place, potentiellement, tu loues ta voiture ou tu prends un taxi, tu arrives dans ton lieu, alors c'est Airbnb ou ton hôtel, enfin voilà. Finalement, tu vas faire peut-être quelques excursions à un moment donné, mais qu'est-ce que, enfin voilà, à quel moment déjà il y a du temps en fait qui se passe. Alors je sais hein, que les personnes ont souvent peu de temps et vont d'ailleurs au Maroc parce que c'est pas très loin et assez rapide et que tu peux y aller pour quelques jours. Euh, mais voilà, en tout cas, moi j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir gérer différemment mon temps. Et du coup, bah, le voyage dont je t'ai parlé m'a beaucoup inspiré. Et du coup, aujourd'hui, si je peux voyager sans avoir une empreinte carbone la plus faible possible, du coup, moi, ça me rend fière et je suis contente de le faire. Mais surtout, ça m'apporte de la joie parce que bah, en fait, ce voyage, comment ça s'est passé? Bon, déjà, on est aux portes, ici dans le Pays basque, aux portes de l'Espagne. Donc, c'était très simple de traverser l'Espagne, hein, de prendre un train depuis Irún pour aller à Madrid. À Madrid, j'en ai profité parce que j'ai des amis qui vivent là-bas pour passer du bon temps à Madrid. Donc, c'était l'occasion déjà de faire une première escale. Après, de prendre un autre train pour descendre à Algeciras, qui est la pointe, en fait, où il y a, pas loin de Gibraltar, où il y a tous les ferries qui permettent de passer sur le continent africain pour arriver au Maroc à Tanger, qui est un ferry assez court, hein, qui dure 1 heure et demie. Et en fait, ce qui est rigolo, tu vois, pour te dire, enfin, c'est là où moi je trouve que c'est chouette de voyager comme ça, c'est que bah, dans mon trajet pour Algeciras, je me suis trouvée complètement par hasard à côté d'une personne avec qui j'ai commencé à discuter. Il se trouve que cette personne était musicienne et qu'elle s'arrêtait à Marbella pour aller jouer. Et en fait, on a parlé pendant plusieurs heures. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, je crois que je vais descendre à Marbella et que je vais aller passer la soirée à Marbella que je ne connais pas pour aller voir ce concert parce que ça a l'air tellement excitant. Donc voilà. Donc du coup, j'ai fait ça et Waouh, j'ai changé. Voilà. Et du coup, c'est ça le voyage en fait. la Bon, c'est pas, spontanéité. c'est la spontanéité, c'est les rencontres. Le fait d'être seul, en fait, c'est que tout de suite tu parles à des gens. Donc c'est hyper rigolo. Et donc voilà, après, arrivé à Tanger, bah, je pensais rester à Tanger. J'avais repéré un endroit pour loger. Et puis finalement, je me suis sentie hyper assaillie euh, voilà, par l'énergie de la ville et tout ça. Et je ne me suis pas du tout sentie bien. Donc j'ai cherché un bus pour partir. J'avais vu une ville qui était à, je sais plus, 2 heures de Tanger. Une ville toute bleue d'artistes avec plein de galeries et où tous les murs, tout est peint en bleu, ça s'appelle Chefchaouen. Et donc, je me suis retrouvée là, réveil le matin sur cette ville toute bleue. Je vais chercher un petit déj, j'arrive sur un rooftop et là vient petit déjeuner sur le même rooftop que moi, Rob Hopkins. Je ne sais pas si tu vois qui est Rob Hopkins, mais Non, du coup moi j'ai plein de ses bouquins et il est incroyable. anglais. Il a lancé un mouvement qui s'appelle les villes en transition.
Et il travaille beaucoup sur les nouveaux imaginaires, OK. avec son What If. Il fait des conférences qui sont hyper inspirantes où il explique le pouvoir de l'imagination et l'importance en fait que faire travailler cette imagination et réfléchir à quoi ressembleraient des villes où la nature serait en ville. En fait, ça pourrait avoir un impact énorme sur le bonheur des gens. Donc voilà, et donc je tombe sur lui à Chefchaouen au Maroc. Et du Incroyable. coup, incroyable, tu vois, enfin genre, voilà. Et bon, je vais pas te faire tout le voyage parce que c'est très long, mais en tout cas, je m'arrête là, mais en tout cas, c'est pour t'illustrer la raison pour laquelle je voyage comme ça, c'est que voilà, c'est que je trouve que voilà, prendre le temps, se rendre compte du temps qu'il faut aussi pour aller d'un endroit à l'autre, c'est assez chouette de voir les paysages, de faire des rencontres, voilà. Après, bon, tout le monde peut pas le faire. Voilà, moi, j'ai pas prévu. Financièrement, c'est souvent moins cher. Là, ça m'a coûté peut-être 100 euros d'aller au Maroc. Bon, Mmh. donc voilà, je me dis que c'est une nouvelle façon de, de vivre le voyage. Et ouais, le voyage, c'est aussi la transition, c'est aussi le déplacement. J'ai l'impression qu'on a quand même tendance à avoir oublié ça, mais avant, voyager, c'était, partir par ses propres moyens ou en tout cas aussi, subir ou vraiment être dans ce déplacement, quoi. Donc je pense que c'est aussi, important qu'on y revienne et ça concourt aussi à changer les imaginaires, encore une fois, de qu'est-ce que le voyage et qu'est-ce que ça peut nous apporter de voyager autrement. Donc incroyable, moi ça me donne des idées à chaque fois, que je termine un épisode, j'ai envie de faire exactement la même chose que tous mes invités, donc la liste commence à être longue. J'imagine. En tout cas, merci Amandine pour ton récit. Merci de nous avoir partagé un petit bout de ton histoire. Je pense que c'est encore une fois très très inspirant, que ça va parler à beaucoup de monde. Donc voilà. Selon, là je m'adresse aux auditeurs et aux auditrices, selon vos besoins, vos attentes, vos envies, il existe du coup l'Institut Transition et l'école que tu avais cofondée du coup Ecologica. Donc n'hésitez pas à vous renseigner et tu disais les candidatures sont ouvertes aujourd'hui pour Ecologica pour la troisième saison, donc n'hésitez pas. Est-ce que Amandine, tu as un mot de la fin à nous partager? J'espère que cet épisode aura un impact positif sur les personnes, qu'elle pourra inspirer, qu'elle pourra contribuer à ces nouveaux imaginaires. Qu'il ne faut pas oublier que quand on se met en mouvement, quand on change quelque chose dans nos habitudes, dans notre comportement, dans notre discours aussi, des fois c'est d'assumer ou même repartager quelque chose sur les réseaux sociaux. Enfin bref, il y a plein de façons de faire même des toutes petites choses. Déjà, quand on se met en mouvement, savoir qu'on a un impact sur 10% des gens de son environnement. Donc c'est énorme en fait. Ça veut dire qu'il y a une personne sur 10 autour de vous qui pourra voir d'une façon ou d'une autre ce changement, que ça va inspirer. Alors peut-être ce sera juste planter une graine, peut-être ce sera carrément pour faire la même chose ou pour se lancer dans quelque chose de similaire. Mais voilà. Mais en tout cas, ce que j'ai envie de dire, c'est se mettre en action. Non seulement ça fait du bien, ça permet de se sentir ressourcé, c'est gratifiant, voilà, ça permet d'être en phase avec ses valeurs, donc de sortir de cette dissonance de tout ce qu'on entend du monde dans lequel on vit. Mais voilà, en plus, ça contribue à atteindre ce point de bascule et à embarquer comme une boule de neige les gens autour de nous. Merci Amandine, merci pour tout ça. Je te souhaite plein de bonnes choses pour l'année 2025 et je suis sûre qu'elle va être riche en plein de choses pour toi. Et je te dis à très bientôt. À très bientôt. Au revoir Léa. Merci à toi. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'aura parlé d'une manière ou d'une autre. Et merci à Elodie Delcé pour le montage. Si tu as aimé et que tu veux suivre les aventures du podcast, je t'invite à t'abonner pour rester informé dès qu'un nouvel épisode sort. N'hésitez pas à m'écrire sur mon compte Instagram, Léa-RTHG, pour me faire des retours sur ce que vous en avez pensé. À très vite!